Voilà, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver cette année encore sous ce chapiteau. Nous parlons cet après-midi concurrence et monopole, sujet hautement stratégique s'il en est à l'heure des géants américains et chinois, on pourrait en parler des heures. La dispersion des acteurs peut sembler une faiblesse et dans certains secteurs, notamment ceux qui peuvent être représentés sur cette scène aujourd'hui, taille critique, effet de réseau, puissance financière et maîtrise technologique favorisent des entreprises dominantes capables d'investir, d'innover et d'imposer leurs standards. Et là, je pose la question qui nous anime aujourd'hui. Dès lors, faut-il accepter, voire encourager des monopoles pour rester compétitif? La question est évidemment délicate parce que ce qui renforce à l'extérieur peut aussi affaiblir la concurrence, freiner l'innovation et, in fine, pénaliser le consommateur que nous sommes. Cette controverse que nous partageons ensemble aujourd'hui, elle va explorer cette tension, comment concilier souveraineté économique et concurrence. On va parler d'Europe, de doctrine, de champions mondiaux, de concentration et de levier de puissance. Voilà, beaucoup de questions autour de ce sujet, vous voyez. Et puis, pour en parler avec nous, le PDG de la SNCF, Jean Castex, est à nos côtés, et le directeur général de TF1, Rodolphe Belmer. Messieurs, vous dirigez tous les deux des entreprises dans des secteurs stratégiques pour le pays, des secteurs aussi fortement régulés, hein, on va en parler. Ma première question à chacun d'entre vous, elle est assez rhétorique, mais elle permet d'introduire le sujet de notre controverse aujourd'hui. Monopole ou concurrence, quel est le modèle le plus pertinent demain pour votre secteur? Rodolphe Belmer. Bien, merci pour votre question. Donc évidemment, cette première question est un petit peu théorique, mais elle permet un peu de poser le débat. Dans mon secteur d'activité, donc qui est l'industrie audiovisuelle, dont on connaît les bénéfices pour le pays, parce que l'industrie audiovisuelle, et en particulier le groupe TF1, il y a d'autres groupes dans le secteur, amène des contenus de qualité, d'information et de divertissement gratuitement aux quatre coins du pays. Et ça forme un des socles du vivre ensemble de notre pays et de l'accès à la culture et à l'information pour l'ensemble de la population, et notamment la population qui n'aurait pas forcément naturellement accès à ces éléments-là. Et dans notre secteur d'activité, en réalité, ce n'est pas tellement monopole ou concurrence faut-il choisir, en réalité les pouvoirs publics ont choisi, et c'est pour nous la peste et le choléra. C'est à la fois les monopoles et la concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Je ne vais pas te dire trop longtemps dans cette introduction. Le secteur audiovisuel français, local, et c'est un peu vrai dans tous les pays européens d'ailleurs, mais c'est particulièrement prégnant en France, il est très concurrentiel. Il est très concurrentiel parce que l'État, pour différentes raisons, a choisi d'avoir des acteurs qui sont en concurrence les uns par rapport aux autres à travers, je ne m'étends pas sur le sujet, mais l'attribution de fréquences qui permettent d'amener les programmes aux Français. Donc on est assez petit, assez fragmenté, assez morcelé. Face à nous, on a des acteurs nouveaux qui envahissent les smartphones, mais surtout aujourd'hui qui envahissent les écrans de télévision, qui sont les GAFA, comme YouTube, comme Netflix, comme Disney, comme Amazon, qui sont extrêmement gros, qui sont 100 fois plus gros que nous, et qui viennent en concurrence avec nous, directement sur l'écran de télévision, pour les audiences, et aussi pour ce qui nous concerne, le nerf de la guerre, le marché de la publicité télévisée produit sur l'écran de télévision. Et donc, en l'occurrence, nos autorités publiques imposent une fragmentation très forte à leurs acteurs locaux et laissent entrer sans entrave, sans contrainte, très souvent sans régulation et quelquefois sans fiscalité, des acteurs monumentaux en nombre très faible et qui sont concentrés de façon massive, verticalement pour Google ou horizontalement pour d'autres. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu pour cette introduction. Jean Castex, sur cette même question, vous vous y retrouvez dans la définition de la peste et le choléra finalement? Bonjour d'abord mesdames et messieurs, bonjour Michel. Écoutez, merci de m'avoir invité. D'abord, la question n'est pas si théorique que ça, en tout cas pour ce qui est du transport ferroviaire. C'est un peu moins vrai ce que je vais vous dire pour ce qu'on appelle le transport urbain de proximité, mais pour le transport ferroviaire, ça s'appelle les modes lourds. C'est pas du tout évident, y compris d'ailleurs du point de vue de la théorie économique. La meilleure preuve, c'est l'histoire, hein, puisque, je le rappelle à toutes et à tous, en fait, l'histoire des chemins de fer,
en France, mais en règle générale dans tous les pays qui nous entourent, a commencé sous le règne de la concurrence et du secteur privé. Ce sont des compagnies privées qui ont complètement réalisé, avec un peu d'aide de l'État, mais qui ont complètement réalisé le réseau ferroviaire français au XIXe siècle. Et vous le savez, la création de la SNCF, c'est-à-dire du monopole, ne date que de 1937. Et encore faut-il préciser, c'est intéressant, parfois on lit, oui, c'est le Front populaire, c'était un programme politique qui a nationalisé les chemins de fer et en a fait un monopole. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, c'était riche d'enseignements. Ce sont les mêmes compagnies privées qui n'arrivaient plus à équilibrer leurs comptes par l'exploitation des chemins de fer qui ont, en quelque part, supplié l'État de les nationaliser. Bon. Là, nous sommes, après des années de monopole, revenus à l'instigation de l'Union européenne, de l'Europe, revenus effectivement à l'ouverture à la concurrence de ce secteur. Bon. Donc, déjà, ce petit historique montre que ce n'est pas si net que ça. Si, on peut se dire, si on croit nos amis grecs qui croyaient que l'histoire était un éternel recommencement, peut-être qu'on aura d'autres coups de balancier. Bon. Ce qui s'est passé donc, depuis les années 90, à l'instigation de l'Union européenne, et j'en arrive à l'actualité, se rapproche plus, dans notre secteur, un peu de l'aérien, beaucoup plus des télécoms, sans doute beaucoup moins de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on a laissé, on va faire simple parce que tout ça est très compliqué, la gestion de ce qu'on appelle l'infrastructure, vous voyez, les voies, les caténaires, les gares, le dur, quasiment en monopole, c'est ce qui s'appelle des gestionnaires d'infrastructures, et c'est l'exploitation qui, elle, a été ouverte à la concurrence. Et aujourd'hui, au moment où je m'exprime devant vous, pour être clair, tout est ouvert à la concurrence. D'ailleurs, j'en profite parce que des fois, ce n'était pas toujours su, voire cru. On a commencé par le fret ferroviaire, il y a déjà 20 ans, et aujourd'hui, tout le transport de voyageurs est ouvert à la concurrence. Alors, sauf qu'il y a deux aspects. La grande vitesse, c'est ce qu'on appelle le service librement organisé, pour lesquels on considère que les compagnies ferroviaires, quelles qu'elles soient, dont la SNCF, doivent autofinancer à 100% ce service. C'est-à-dire, voilà, quand vous prenez le TGV, sachez-le, il y a 0 subvention publique, c'est rigoureusement interdit. Nous payons intégralement la gestion, enfin, les péages d'infrastructure, les dépenses de personnel, le matériel roulant grâce aux billets. Bon. Et puis, il y a ce qu'on appelle, ce qu'admet l'Europe, le transport régulé, qui est aussi ouvert à la concurrence, point commun avec le TGV, mais qui, parce qu'il ne peut pas s'équilibrer économiquement, fait l'objet de subventions ou d'aides, en l'occurrence plutôt des régions et de l'État. Donc, on a un paysage un peu contrasté, mais en tout cas où l'ouverture à la concurrence est effective, même si sa montée en charge va se faire progressivement, mais en tout cas, à date, le sujet théorique est réglé, théorique et juridique. Maintenant, il faut voir ce que ça donne dans la mise en œuvre. Et pour aller un peu plus loin, puisque vous êtes dirigés tous les deux, comme on le disait tout à l'heure, des entreprises appartenant à un marché très spécifique, quelle est votre, vous nous avez parlé de l'actualité, votre lecture des marchés concurrentiels pour aller encore un cran plus loin, Jean Castex, dans ce que vous venez de nous dire? Alors, oui, la concurrence existe. La concurrence existe, elle n'est pas théorique, elle existe, d'ailleurs vous le voyez, je ne vais pas citer mes concurrents, on le comprendra ici. Bon. Mais ils sont aussi bien sur le réseau TGV que sur les TER, c'est-à-dire pour faire simple, le transport régional. Et d'ailleurs, la SNCF, sur ce transport régional, a perdu certains lots, elle en a gagné, ce sont les régions qui lancent les appels à concurrence, mais donc il y a une concurrence. Quelle est la nature de cette concurrence? En premier lieu, on va dire les grandes et vieilles compagnies ferroviaires comme nous, alors qui du coup viennent plutôt des pays voisins, Italie, Espagne, bon, voilà. Et là où il y a une certaine cohérence, d'ailleurs, je le dis sur le TGV en particulier,
la concurrence se développe pas simplement sur les lignes domestiques, mais sur les lignes des pays voisins. Et la SNCF a par exemple une stratégie très forte, c'est logique. Des entreprises ferroviaires viennent nous concurrencer sur le réseau TGV national, eh bien nous sommes Eurostar, tunnel sous la Manche, la Belgique, nous allons en Suisse, nous sommes déjà en Espagne, et nous comptons bien aller en Italie, pour ne citer que quelques pays. On a une véritable stratégie de développement. Donc, et puis, il y a aussi des compagnies, on va dire, qui se constituent de manière spontanée, on va dire, donc qui ne sont pas des grandes compagnies, ou en tout cas d'anciennes compagnies ferroviaires, et qui viennent sur ce segment de marché. Bon, l'objectif, me semble-t-il, pour nous tous, c'est de commencer à se dire qu'est-ce que tout ça donne en termes économiques, en termes d'intérêt général. J'ai moi-même, à plusieurs reprises, appelé à la création d'un observatoire de la concurrence pour dire, voilà, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut corriger pour que ces réformes donnent leurs meilleurs effets. Alors, avant que vous repreniez le micro, Rodolphe Belmer, c'est un tout petit coup de gueule qu'on peut lire entre les lignes de ce que vous nous dites, Jean Castex, dans ce qui se passe dans le marché de la concurrence de votre secteur en ce moment? Oh, ben oui, il faut toujours avoir... J'essaye, Non, mais c'est vrai que je suis porteur d'un message pour dire... moi, il se trouve que dans ma jeunesse ancienne, j'avais étudié l'économie de la concurrence. Bon, alors je sais quand même qu'il y a quelques préalables. Le premier, voilà, il faut que les règles soient les mêmes pour tous, y compris d'ailleurs pour la SNCF vis-à-vis de ses concurrents. Mais vous voyez, je vais dire des choses très concrètes. Aujourd'hui, sur le TGV, il y a des dessertes très rentables et d'autres moins rentables. On ne va pas venir sur l'axe sur lequel nous nous trouvons, l'axe sud-est. Prenons l'axe atlantique. Si vous desservez Paris-Bordeaux directement, sans vous arrêter, c'est rentable. Si vous commencez à vous arrêter dans les villes intermédiaires, ça l'est beaucoup moins. Il n'est pas normal que des compagnies concurrentes ne desservent que la partie rentable du réseau et que nous n'est pas obligés. On le fait parce que c'est, et je compte bien, parce que moi je suis pour l'aménagement du territoire, continue à s'arrêter à Libourne, à Angoulême, à Poitiers, etc. Bon. Donc là, j'appelle le législateur à rééquilibrer les règles du jeu. Ou vous vous arrêtez, comme les autres, ou alors vous contribuez à l'équilibre du système, parce que je dois vous dire que ce qu'on gagne aujourd'hui comme argent pour le TGV, tout ce qu'on gagne est reversé, mesdames et messieurs, pour moderniser nos infrastructures. Elles en ont bien besoin pour les adapter au changement climatique. Donc, premier sujet, oui, pour appeler ça un coup de gueule, mais enfin, ça me paraît tellement de bon sens, les mêmes règles pour tout le monde. Ça, c'est, me semble-t-il, un message fort qu'il faut... Le législateur s'en est saisi, il y a un texte en cours d'examen au Parlement et j'espère bien que nous serons entendus. Alors, même question pour vous, Rodolphe Belmer, c'est votre lecture des marchés concurrentiels aujourd'hui dans votre secteur à vous? Vous verrez que ma conclusion, alors je vais faire tout le déroulé évidemment, mais ma conclusion sera la même probablement que, et même si on opère dans des secteurs très différents que M. Jean Castex, nous aussi, on appelle à ce que les règles soient les mêmes pour tout le monde et à ce que l'État traite de la même façon les acteurs étrangers et les acteurs français. Qu'est-ce qui se passe dans notre secteur d'activité? Effectivement, il est aujourd'hui l'objet d'une transformation qui est très profonde, qui est portée par l'évolution des usages des Français et qui, en réalité, est portée par une révolution technologique à bas bruit, qui est la connexion des écrans de télévision. Les Français, maintenant, ont quasiment tous des écrans de télévision connectés, que ce soit pas à travers des box Internet ou que ce soit directement connecté sur l'Internet. On appelle ça des Smart TV. Qu'est-ce que ça permet? La connexion des télévisions, ça permet de l'interactivité et ça permet de la consommation de programmes à la demande. Je peux regarder le programme que je veux, quand je veux, autant de temps que je veux. Et ça, évidemment, c'est un bénéfice qui est très important, très intéressant, très ergonomique. Et donc, ça favorise un changement des usages assez important. Les Français se détournant progressivement de la consommation de la télévision à l'ancienne, on appelle ça en termes techniques de la télévision linéaire,
où vous regardez un programme à 21h parce que le directeur des programmes de TF1 a décidé qu'il passe à 21h. Et donc les Français se déplacent de plus en plus vers de la consommation digitale. C'est très problématique pour nous parce que quand l'audience baisse, les recettes publicitaires baissent et donc la capacité à financer les programmes, financer les œuvres, financer notre écosystème culturel, on appelle ça le concept d'exception culturelle, et financer l'info, baisse aussi. Donc ça, c'est très problématique. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier ça? Évidemment, on développe, on innove des stratégies digitales. On est entré très fortement sur le digital, on a créé, c'est une innovation, la première plateforme de streaming totalement gratuite, financée par la publicité, pour s'installer dans les usages digitaux des Français. Et on a essayé de faire distribuer notre application TF1+, sur l'ensemble des écrans connectés des Français, pour venir capter, nous aussi, une partie de la publicité digitale qui est en train de se développer sur l'écran de télé et qui vient concurrencer le linéaire. Jusque-là, tout va bien. Bonne stratégie, bonnes innovations, bonne exécution. Le problème, c'est que nous, on vient capter des parts de marché sur le marché de la publicité linéaire. À qui? Aux autres acteurs qui jouent sur le linéaire contre nous, et c'est des gros acteurs américains. C'est Meta, c'est YouTube. Et là, on le fait avec des règles qui ne sont pas du tout les mêmes. L'encadrement de mon activité, elle est totalement différente de celle de YouTube et de Meta. En un mot, je ne vais pas tenir trop longtemps le micro, mais YouTube ne paye rien en France. Il ne paye pas les infrastructures, neutralité du net, et il ne paye pas les programmes parce que c'est un hébergeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne préfinance pas les programmes, hein, pour être précis, pour éviter qu'ils m'envoient une lettre demain matin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de coût. Et donc, ils peuvent vendre la publicité très peu cher. Ils vendent la publicité, la métrique, c'est 5 € pour 1000 vues. Et moi, TF1, du fait de la base de coût que j'ai, je ne peux pas vendre à moins que 12 € du 1000. Donc ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc l'encadrement dans lequel on nous met, et l'encadrement dans lequel on refuse de mettre ces grands acteurs qui, en plus, sont concentrés verticalement et sont monumentaux, c'est en train d'affaisser notre secteur et qui, pourtant, est économiquement très important pour notre pays et socialement, il est clé pour notre pays. Alors, pour poursuivre dans ce sens, justement, vous dirigez deux groupes en transformation, hein, chacun avec sa propre stratégie, mais vous dépendez tous les deux du politique et du régulateur, hein, vous en avez parlé. Ça demande parfois un peu d'acrobatie, hein, si je veux être pudique dans mes expressions. Alors, comment vous composez avec ça, Rodolphe Belmer? Poursuivez sur votre lancée, vous aviez le micro. Comment on compose avec toutes ces choses qui viennent d'en haut, finalement? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ce qu'il faut faire, on le voit bien, mais on ne trouve pas grand monde pour le faire. L'identification des freins que les contraintes qui nous sont mises font peser à l'économie de l'audiovisuel et donc des limites que ça pose à notre transformation, elles sont assez évidentes. Il y a tout un tas de règles, tout un tas de lois. Je ne vais pas vous les lister, mais en tout cas, tout ça, c'est assez évident. Il se trouve que aujourd'hui, on a des pouvoirs publics, et nous le regrettons beaucoup, et nous le disons de plus en plus vivement, parce que ça devient problématique pour notre secteur d'activité, qui sont dans une forme d'apathie. Alors, apathie, pourquoi? Parce que le Parlement est dans l'état de fragmentation qu'on connaît, donc c'est très compliqué de porter des réformes législatives dans notre pays. Or, il y a une partie de l'encadrement de l'activité audiovisuelle qui vient de loi, mais en réalité d'une loi qui est une loi de 86, 1986, ça va, c'est pas comme la presse écrite, mais enfin bon, en 1986, il n'y avait pas le digital, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces choses-là, il n'y avait pas les data, il n'y avait pas la pub digitale. Et deuxièmement, il y a le règlement. Il y a plein de règlements qui posent sur nous aussi. Par exemple, il y a des règles qui me disent que, je vous dis ça pour l'anecdote parce que c'est rigolo, ça m'est interdit de mettre 2 écrans de pub qui ne soient pas écartés de plus que 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça traumatise les gens. Mais alors sur YouTube, il y a des écrans de pub quand ils veulent. On peut placer des écrans de pub comme on veut. Nous, on a un règlement en France qui dit combien de minutes de pub je mets, à quelle heure je peux les mettre, comment je les ventile. Tout est complètement régulé comme cela. Et donc, ça, ce sont des règlements, et l'État ne bouge pas. L'État est dans une forme d'apathie, peut-être provoquée par la faiblesse, enfin, l'absence de majorité, mais ça devient très problématique. Parce que pendant que la France attend la présidentielle, le monde bouge. Et pour nous, c'est très problématique. Problématique aussi pour vous aussi, Jean Castex? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de transformation, enfin, que tous ces mouvements qui sont à l'œuvre entraînent des transformations. Vous avez évidemment tout à fait raison. Tout le monde ici connaît la SNCF.
C'est votre entreprise, une grande entreprise à la nation. Bon, voilà. Tout le monde peut donc mesurer le choc que peut représenter ouvrir à la concurrence un groupe qui était depuis 90 ans en monopole. Voilà. Vous voyez très bien la sociologie de cette maison, donc la difficulté qui est devant nous. Bon, oui, c'est vrai, on a besoin de faire évoluer certaines règles du jeu, on a besoin des autres, mais enfin bon, le sujet est d'abord chez nous. Bon, alors il y a quand même des points positifs, je le dis. D'abord, le premier majeur. Donc l'ouverture à la concurrence, pardon d'employer des mots simples, c'est un peu la distribution du gâteau. C'est quand même, mesdames et messieurs, grandement facilité quand le gâteau s'accroît. Jamais nous n'avons transporté autant de gens dans les trains. Il y a une soif ferroviaire manifeste dont vous vous en doutez. Je ne peux que me réjouir, j'ai presque dire, dans la planète ne peut que se réjouir. Rien que depuis 2019, plus 20% de trafic en plus sur les TGV, plus 45% sur les TER. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est mon problème numéro 1 ? Ce n'est pas l'ouverture à la concurrence, c'est le manque de trains. Il y a des fabricants dans la salle que je nommerai pas, voilà, qui se dépêchent de me livrer. Bon, donc ça c'est mon sujet majeur, mais c'est une bonne nouvelle. Je parlais tout à l'heure des perspectives européennes. On vivra beaucoup mieux l'ouverture à la concurrence dans un marché en extension que dans un marché en attrition. Bon. La deuxième bonne nouvelle, je le dis, c'est que cette concurrence, elle nous aiguillonne. Vous avez pu observer, là je suis autant le voyageur, l'usager forcené du train depuis des années, quand même que des progrès ont été réalisés dans l'accueil, dans la prise en charge des voyageurs, en situation normale, situation perturbée. Il y a encore évidemment de grands progrès à faire, mais c'est vrai, être en concurrence de ce point de vue-là nous pousse à être meilleurs. Et moi, mon enjeu, c'est de convaincre mes formidables équipes qu'on n'a pas à avoir peur. On est tout à fait capable de le faire. On a les ressources, on a le savoir-faire, on a les compétences. Mais oui, c'est compliqué, c'est une organisation, voilà, comment vous dire, où le dialogue social est très important. Ça vous va comme formule ? Voilà. C'est élégant. Bon, ben, très bien. Il faut faire, on sait faire, voilà. Donc il faut à la fois, oui, pour supporter le choc de la concurrence, améliorer notre productivité et notre efficience, sans tout péter, sans tout casser, parce que sinon ça ne marchera pas. Au bout du bout, moi je suis jugé comme mauvais sur l'efficacité. Il faut que ça marche. Donc il faut trouver, mais on est tous confrontés à ça, toute entreprise, le bon dosage. Les choses vont vite, elles s'accélèrent. Bon, nous, il faut qu'on arrive par le dialogue social, par la conviction, par des objectifs clairs, à faire cette transformation, comme vous dites, pour faire, comme on dit, du gagnant-gagnant. C'est un formidable défi, très captivant, très passionnant, je vous l'assure. Alors, on a 2 minutes et le temps de prendre 2 toutes petites questions dans la salle. Et je compte sur vous pour ne pas faire de commentaires, mais pour poser une question très rapide. Monsieur. Vous n'avez pas évoqué... L'expérience client, Netflix. Je peux consulter un contenu aussi bien de France Télé que de TF1 ou d'un contenu indien. Quand je prends le train et que je me rends à Annecy, ça devient très compliqué avec l'ouverture de la concurrence et c'est très compliqué en tant qu'utilisateur. Et donc ma première question, c'était l'expérience client. Et ça, est-ce que du coup, il y a des progrès qui peuvent être faits? Et ensuite, vous comparez un mastodonte Netflix qui est américain avec un acteur qui est seulement français. Qu'en est-il de mastodontes européens qui pourraient venir rivaliser à taille égale des géants comme Netflix? Alors, le client comme finalité de ce sujet sur la concurrence, il est évident? Moi, je réponds un mot sur le plan européen. En fait, nous, ce qu'on pense en un mot, c'est qu'effectivement, il faut que les groupes français gagnent en taille et aussi s'internationalisent pour avoir plus d'effets de taille, pour pouvoir investir davantage dans les contenus. Cette expansion internationale, elle ne se fera pas au niveau européen. Nous, on pense qu'elle se fera avec des considérations linguistiques. Ce que cherche à faire le groupe TF1, c'est d'être le grand acteur du divertissement et de la formation gratuite de la francophonie. Parce qu'on pense qu'il y a une communauté culturelle et que cette communauté va s'intéresser à nos programmes, ce qui nous permettra de les amortir et donc d'avoir un cercle vertueux. Voilà, je ne réponds pas sur le reste, que je laisse M. Castex répondre. Oui, alors le sujet expérience client est majeur, je le dis d'emblée. Vous voyez, l'ouverture à la concurrence. Enfin, aucun système, quand j'en connais aucun, n'est ou tout bon ou tout mauvais.
hein. Tous ont leurs avantages et leurs limites. L'autre force, c'est de savoir, c'est là qu'on a d'ailleurs besoin, je reviens à votre question des pouvoirs publics, d'avoir l'agilité de corriger assez vite ce qui ne va pas. Bon. L'ouverture à la concurrence des expériences clients, je l'ai dit, ça va pousser sans doute un peu les prix à la baisse. C'est important pour le client, le prix. L'expérience client, ça va, je l'ai déjà évoqué, améliorer la prise en charge, l'attention qui lui est donnée. Pour autant, aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, comme on a, c'est pas vrai qu'en France, beaucoup de ce qu'on appelle d'autorités organisatrices, les régions, chacun va inventer son système de distribution, etc. Donc, l'usager s'y perd. Il y a des ruptures de charge. Avant, quand c'était la SNCF qui était un monopole, ça avait aussi des avantages, les correspondances, le site unique de réservation. Tout ça est un peu pulvérisé. D'ailleurs, l'Europe en a pris conscience. Elle vient de sortir un projet de règlement visant un peu à unifier tout ça, à obliger tout le monde, par l'interopérabilité, par des systèmes mieux connectés, à régler ces problèmes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Même ça, c'est la vie hein, de tous les jours. Mais en tout cas, l'expérience client, il faut à tout prix qu'elle progresse grâce à l'ouverture à la concurrence. Je veux dire, même si nous restions un monopole, je vous dirais, il faut impérativement que l'entreprise ait pour objectif d'améliorer l'expérience client. Eh bien, ce sera le mot de la fin, puisque voilà, monsieur me dit stop. Merci à tous les deux pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci.